Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Ravi de vous retrouver, vous étiez extrêmement nombreux et Dieu sait si cette émission, la dernière, a fait beaucoup parler. Alors une invitée plutôt cette semaine avec laquelle j'espère, ou plutôt je ne sais pas s'il faut dire j'espère pas, parce que finalement quand on parle des émissions, vous savez, c'est ce qu'on appelle le buzz. Eh bien, on a tendance à dire, voilà, parlez de moi, même en mal, du moment que vous parlez de moi, c'est bien. En tout cas, voilà, c'est pas forcément le but recherché à chaque fois, mais en tout cas, cette émission, voilà, s'appelle Les Incorrectibles, ça n'est pas pour rien, donc je suis ravi de vous retrouver. Alors, cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir une invitée. Voilà, beaucoup de gens me reprochaient de ne pas recevoir de femmes, en tout cas pas assez, donc je suis ravi de la recevoir. Ça faisait longtemps d'ailleurs que je voulais la recevoir, que beaucoup de gens qui nous regardent vous réclamaient. Vous êtes journaliste, grand reporter, notamment aux médias, le Libre Média, un média québécois à ma connaissance. Et vous êtes, je pense, en tout cas selon moi, l'une des meilleurs spécialistes du moment, en tout cas pour ce qui concerne ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Mais étonnamment, je ne sais pas pourquoi, on ne vous voit pas beaucoup dans les médias mainstream ni sur LCI. En tout cas, je suis ravi de vous recevoir. C'est Anne-Laure Bonnel. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Eric, merci de l'invitation. Eh bien écoutez, on est ravis de vous recevoir. Alors le concept de cette émission, c'est justement une interview assez longue sur la durée, avec une règle en tout cas. On va dans un premier temps, pour les gens qui nous regardent et qui ne vous connaîtraient pas, essayer de parler un peu plus de vous. Et puis dans un second temps, parler bien sûr de l'actualité et de votre actualité. Alors si vous le voulez bien, avant de parler justement de certains sujets de fond, j'aimerais donc, je le disais, qu'on revienne sur votre parcours. Tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir reporter et journaliste ? Alors, il y a beaucoup de hasard dans mon parcours, mais il y a peut-être un élément qui a déclenché cette envie. C'est le compagnon de ma mère, qui est à la retraite aujourd'hui, travaillait à l'époque chez Europe 1. J'ai fait mon premier stage plus jeune chez Europe 1. Je n'ai pas fait d'études dans les médias classiques, mais j'ai été élevée par un beau-père journaliste radio, qui ensuite est passé sur l'info. Donc, quelqu'un de connu ? Qui est à la retraite, qui était connu dans son milieu. On peut le citer, c'est Monsieur Bonner, qui a fait de l'actu toute sa vie, qui a participé à la création de chaînes d'infos, etc. C'est maintenant un vieux monsieur, mais pour les journalistes papa, c'est quelqu'un qui avait une certaine renommée, pas de l'investigation, mais dans la chronique, l'édito, etc. De la presse très classique et paradoxalement mainstream. Alors, il y a eu déjà peut-être ce côtoiement avec la presse. Mais ensuite, j'ai eu un parcours qui était très axé sur l'image. J'ai analysé les images, j'ai étudié le cinéma documentaire, j'ai enseigné le cinéma documentaire comme chargée de cours 15 ans à la Sorbonne. J'ai enseigné comment écrire un film, comment penser un film, que peuvent faire les films sur les spectateurs, leur influence, etc. Donc j'ai toujours baigné dans l'image, soit de façon théorique, soit au travers de mes études. Vous êtes issu de quel milieu social, si ce n'est pas indiscret ? Alors, je suis issue d'un milieu social plutôt classe très moyenne. J'ai été élevée en partie par ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère qui était une femme de ménage dans le sud de la France et qui est toujours en vie. D'ailleurs, je lui dis bonjour mamie. Je lui dois beaucoup, ainsi qu'à ma mère, mais là, c'est autre chose. Donc, j'ai été élevée dans ce que j'appelle le bon sens paysan. Vous voyez, des gens de la terre qui se lèvent très tôt le matin, qui travaillent énormément pour survivre et pour qui les distractions ou la poudre aux yeux ou le paraître n'est pas possible, n'est pas pensable. Voilà. Des petites gens, mais des petites gens à valeur, à qui je dois beaucoup, notamment ma ténacité. Vous savez, quand vous êtes élevé par des gens qui survivent au quotidien, vous avez une capacité de résistance et de résilience au-dessus de la moyenne.
Et ensuite, puisqu'on est dans les questions indiscrètes, je vous vois venir, Eric, il y a eu ma maman qui, elle, était danseuse. Je n'ai pas été élevée par mon papa, ce qui a généré, peut-être que nous allons y venir dans les conversations, car je l'ai très peu connue, donc dans un milieu plutôt féminin. J'ai vécu en Afrique, au Cameroun, pendant quelques années, où là j'ai eu voilà, une approche du monde très jeune qui a été révélatrice. J'ai vu très rapidement, et ce qui m'a permis une grande ouverture d'esprit très jeune, comment les autres vivent, comment les autres pensent, et surtout que les gens ne pensent pas comme nous. Et ça a été, dans la carrière que j'ai faite plus tard, extrêmement important, d'être confronté à un monde qu'à l'époque, parce que je suis des années 80, on voyait très peu, on entendait très peu, hormis dans des ouvrages intellectuels ou autres. Mais qu'est-ce qui vous a donné la vocation de faire ce métier? Il n'y a pas de vocation, ce sont des rencontres, ce sont des parcours. J'ai travaillé comme rédactrice de films documentaires et ensuite, un peu plus tard, j'ai gagné un concours chez France Télévisions. Je gagne ce concours avec l'aide de la maison de production comme meilleur programme télé. L'idée, c'était de faire douter le public, justement. Vous voyez, En 2013. En 2013, où l'aider à penser autrement, l'aider à avoir des bagages intellectuels pour éviter de se faire avoir. Le public nous a élus meilleur programme et France Télévisions n'a jamais honoré ce contrat. Vous voyez, donc là, on aborde déjà un premier thème, et là, je vais en revenir à votre question qui est la vocation. Là, j'ai vu qu'il y avait quand même un petit problème. Vocation, non pas de faire de l'image, mais de sortir d'un certain système. C'est là où j'ai eu, en 2013, le premier déclic. Non pas que j'ai trouvé ça injuste, parce que voilà, il n'y a pas de... Dans ce type de milieu, les rapports humains sont rarement façonnés par l'altruisme, mais j'ai compris que finalement, eh bien, à la télé, chose que je n'avais pas compris plus jeune à travers mon beau-père, ou à la radio, on a un cahier des charges bien précis, avec des lignes directrices et des problématiques bien précises, et on ne peut pas dire ce qu'on veut. Et je crois que c'est Coluche qui avait dit ça, il faudrait que vos fact-checkers vérifient. Mais la télé est trop regardée pour qu'on y dise des choses vraies ou importantes. Il y a trop de téléspectateurs. Et c'est un peu ça, si vous voulez. C'est une manière de façonner le réel. Alors, ce n'est pas une critique, mais il ne faut pas que les spectateurs, et il y a encore beaucoup de personnes qui se font d'illusions, la télé vous vend du temps de cerveau disponible. Voilà. Et 2013, le fait de ne pas avoir vu l'accord signé avec France Télévisions respecté, je me dis ok, j'arrête tout, je pars, et je suis partie dans le Donbass, et c'est là où vient peut-être cette vocation, de façon indépendante. Donc j'ai quitté les attaches mainstream. Alors, je ne faisais pas du mainstream, j'ai jamais été chez M6 ou autre à vendre du programme People ou autre, mais ça a toujours été des projets plutôt d'analyse sociétale, de décryptage, de réflexion dans lesquels j'ai évolué dans les médias dits mainstream. Mais j'avais l'illusion de penser qu'on pouvait, en défendant bien son projet, faire à peu près ce qu'on voulait. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. Quel regard justement alors vous avez sur le journalisme aujourd'hui, et puis est-ce que vous avez quand même quelques journalistes qui trouvent grâce à vos yeux? Alors oui, ceux qui font de l'investigation déjà trouvent un peu plus grâce à mes yeux. Et on parlait avant que vous branchiez les caméras d'une réflexion que j'avais faite et qui n'avait pas été comprise. Je disais, je ne veux pas être appelée journaliste. Et il y a, là, pour vous répondre, un journaliste qui est décédé déjà depuis 2 ou 3 ans, c'est Pierre Péan. Et cet homme-là que j'avais interviewé ne voulait pas être appelé journaliste. Or, il était journaliste. Pourquoi vous ne voulez pas être appelé journaliste? Parce qu'il partait du principe que son travail, ce n'était pas de parler de l'actualité, mais d'enquêter. Pour lui, un journaliste, c'était un enquêteur, un révélateur. Et cette manière de voir la presse, ou les médias, ou le réel me convient plus.
Je ne reproche pas grand-chose. J'en fais des reproches, on va y venir aux journalistes. Hein. C'est pas une honte d'être dit journaliste. Mais la manière dont ce métier est fait ou est enseigné, ce n'est pas ce qui me correspond. Vous voyez, moi, ce que j'aime, c'est partir sur le terrain, faire de l'immersion, prendre un temps conséquent pour rendre mon travail. Et je ne suis pas dans l'actualité, parce que l'actualité, ça ne veut rien dire. Rien. L'instant T n'a aucun sens s'il n'est pas décrypté. Vous ne pouvez rien comprendre si vous ne prenez ni hauteur, ni temps, ni élément pour faire sens. Le réel ne fait pas sens, il faut lui donner du sens. Donc quand on a des gens, et généralement eux se disent journalistes, qui vont vous expliquer tous les jours en prime time ou autre, des faits géopolitiques ou de grèves en cours ou ci ou ça, ils ne vous disent pas grand-chose puisqu'ils ne vous expliquent pas comment on en est arrivé là. Et la personne qui ne se pose pas la question de comment on en est arrivé là passe à côté de l'essentiel. Elle vous décrit ce qui se passe, mais elle ne vous donne pas les éléments pour comprendre pourquoi c'est arrivé. Et en ça on rejoint Pierre Péan, pourquoi il refusait d'être catégorisé journaliste, c'est parce que lui voulait expliquer comment on en était arrivé là et non pas juste exposer ce qui se passe. Vous dire que ce soir il y a une manifestation, moi ça ne m'intéresse pas. Vous dire que cette personne est bien ou pas bien, ça ne m'intéresse pas. Vous dire, voilà, alors ça peut plaire à quelqu'un, je ne juge pas les gens, il n'y a pas de hiérarchie de valeur dans ce que je vous dis, Eric. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Vous disiez tout à l'heure que vous avez enseigné. Parce que le journaliste devrait avoir une mission d'intérêt général. Vous voyez, moi j'y crois encore aux images. Vous devez mettre votre pierre à l'édifice. Si vous n'apportez rien à la société, votre boulot, pardonnez-moi, alors on est chez les incorrectibles, donc on va être un peu incorrect. À quoi tu sers si tu n'apportes pas ta pierre à l'édifice? C'est quoi ton boulot? À part t'en mettre plein les poches, tu sers à quoi? Faut avoir un peu de courage, il faut avoir un peu de panache, faut aller contre l'inacceptable, il ne faut pas tout accepter, il faut oser à un moment donné peut-être prendre la parole et aller au-devant de la doxa. On te dit, t'es journaliste, tu dois être neutre, très bien. Alors pendant des années, on ne va pas parler des effets délétères, destructeurs du wokisme parce qu'on est journaliste et qu'on doit être neutre. J'allais venir justement au wokisme. Ah bah super, moi je ne veux pas de ce boulot. Non, vous merci. avez enseigné à la Sorbonne justement, on dit parfois que c'est le temple du wokisme. Quelle horreur, non mais vous n'êtes pas d'accord? Ah, moi, titre personnel, cette oui, neutralité, il se la garde. Moi, ce n'est pas fait pour moi du tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de perdre la France. Oui. Oui, d'ailleurs, en général, ça lisse la pensée, tout le monde se tait, tout le monde a peur, et donc on n'a plus de grande personnalité, on a du prêt-à-penser partout, tout le monde pense la même chose. En général, pour le journalisme de gauche, il y a une indulgence. Ça, on peut ne pas être neutre. La gauche, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on est à Libération, on peut ne pas être neutre, ça, il n'y a pas de souci. Ah ça, Libération, c'est... le wokisme, un petit mot là-dessus, puisque je parlais de la Sorbonne, vous avez enseigné, je disais voilà, que c'est souvent qualifié comme le temple du wokisme. Alors, vous l'avez vécu, ça? Oui, je l'ai vécu. Comment je me suis retrouvée à la Sorbonne? Je n'avais pas choisi d'avoir des heures de chargée de cours. Je suis sortie majeure de ma promotion. Ça, Libération, on ne l'a pas dit, parce que Libération, vous voyez, ils font des petits portraits et ils donnent des instants de votre vie qui leur conviennent. Mais en réalité, ils ne font pas une véritable biographie. C'est ça le journalisme chez Libération. Oui, c'est très orienté, c'est très biaisé. Donc ça, ils ne l'ont pas relevé, que vous aviez été majeur. Mais non, ça n'apparaît nulle part. C'est étonnant, non? Oui, donc... Bref, passons. Donc, je ne voulais pas être enseignante, ni chargée de cours. Je suis sortie majeure de ma promotion, donc on m'a proposé cette charge de cours que j'ai acceptée d'abord comme une mission. Je ne l'ai pas acceptée, vous voyez, je me suis dit, ok, c'est une responsabilité. On ne fait pas n'importe quoi. Quand on a des jeunes en licence puis en master devant soi, on va leur transmettre quelque chose qui est important, c'est indirectement l'influence par les images. C'est énorme. C'est la pub, c'est la com, c'est ce que vous voyez dans la rue, c'est les panneaux publicitaires, c'est les médias, c'est la news, c'est l'actu, le documentaire que j'adore, la photo et les arts. C'est tout ce qui va formater votre système de pensée et votre vision du monde en partie. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les rencontres, mais tout ce que vous voyez et entendez, inconsciemment ou consciemment, forme votre regard sur le monde et fait ce que vous êtes. Et donc il faut savoir penser par soi-même et se libérer aussi de ce terrorisme intellectuel que peuvent être les images. Vous conseilleriez quand même encore à des jeunes de devenir journalistes? Je leur conseillerais de devenir enquêteurs. Enquêteurs, d'accord. Bah oui, bien sûr, il en faut. Il faut qu'on ait des gens qui... il nous faut des indignés
intelligents et bien formés, des révoltés, des gens qui ont le sentiment que quelque chose ne va pas, que ça pourrait être mieux, que certaines choses ne sont pas acceptables, ne sont pas normales. Oui, Vous considérez que vous avez été effacé, je le disais en introduction tout à l'heure, on ne vous voit pas dans les médias mainstream, en tout cas on ne vous voit plus. Bon, on se souvient évidemment d'une intervention forte sur CNews, vous aviez même été salué par Sergueï Lavrov, je crois, le ministre des Affaires étrangères en Russie, mais enfin, bon, on en alors ça, parlera. attendez, c'est Ouais. très intéressant parce que Ouais. figurez-vous, et si vous avez des fact-checkers qui peuvent faire l'enquête, moi je serais très heureuse de savoir comment C'est c'est pas vrai arrivé. ça? Alors, c'était Si. vrai ou pas? Ouais. Ce qui est vrai, c'est qu'il a cité une journaliste, mais il n'a jamais cité mon nom. Ah, Donc, si quelqu'un là nous écoute et peut faire cette recherche, parce que moi, évidemment, je n'étais pas là, j'étais sous les bombes, Libération s'est chargée de citer mon nom, je crois que la première personne qui sort mon nom et qui dit Lavrov a cité Bonnel, il me semble que c'est Libé. Je dis bien il me semble. Donc, si quelqu'un aurait la délicatesse de savoir d'où est et vous apparu... pensez que c'était pas vous? Enfin, que ça pouvait ne pas être vous? si, c'était moi, puisque j'étais une des rares personnes. Mais, Donc, il n'y a pas de doute, là, soyons honnêtes. Il n'y a pas de doute, il parlait de vous. attendez, il y a Ouais. eu plusieurs journalistes, quand même qui ont fait quelques photos, etc. Ouais. C'était moi pour le film, il faudrait revoir, je pense. Mais Le film vous Donbass. vous rendez c'était compte ça. quand même, si Lavrov ne cite pas le nom de quelqu'un, c'est qu'on sait pertinemment que ça va apporter des ennuis à lui et à sa famille, à la personne citée, à sa famille. Oui, parce que depuis, Vous on savez- n'arrête pas de dire que vous êtes propagandiste Voilà, pour le Kremlin. c'est enfin, très bref. grave. Ouais, bien sûr. Et puis c'est anti-déontologie journalistique, ça ne se fait pas. Lavrov a été, si c'est de moi, et je pense évidemment comme vous que c'est de moi qu'il s'agit, si ça n'a pas été fait, c'est parce qu'il y a des dangers, Eric. D'autres l'ont fait à sa place. Et ça, c'est plus grave. On parlera des cibles, justement. On vous a De peut-être- cibler. D'ailleurs, Ouais. c'est très intéressant. Voilà, il faudra qu'on pense à parler des effets de ces ciblages, parce qu'on accuse aujourd'hui Twitter, et je réfléchis beaucoup à cette question, ça ne vient pas de Twitter. Les premières montées de haine, comme on l'entend dire en ce moment. Luxman, vous en aviez parlé aussi, qui Oui, vous mais a ça- mis une cible dans le dos, selon vous. Luxman, certains journaux qu'on ne citera pas, certains plateaux télé qui ont montré certaines images qu'on ne s'était jamais autorisé à montrer, des morts en direct, à peine floutées, etc., ont attisé la haine en plein prime time. Alors, le prime time pour votre public, c'est 18h, 22h30, c'est là où il y a le plus d'audimat et c'est là où il y a le plus de pubs. Alors, justement, pour revenir à l'image d'abord des médias que vous avez, puis votre image à vous, comment vous expliquez que vous avez été, enfin, vous considérez que vous avez été effacé du paysage journalistique français? Je ne considère pas que j'ai été Comment vous effacée l'expliquez? ou il y a eu des faits. Ce n'est pas que je considère, c'est que du jour au lendemain, j'ai perdu mon boulot à la Sorbonne. Donc je considère non pas que j'ai été effacée, mais que j'ai été remerciée. C'est tout de même une forme d'effacement. Du jour au lendemain, ça s'est passé en 2 minutes d'appel. Hein. C'est même pas, voilà, j'étais chargée de cours, donc ce sont des contrats précaires. La Sorbonne ne s'est pas formalisée. Bon, peu importe. Paradoxalement, je vais vous dire, je peux comprendre la peur qu'il y a eu. Parce qu'ils s'autocensurent aussi, ils ont dû se dire « Oh là là, quel Ouais, bordel, ce que je dis, on moi, va avoir ils ont les pas parents besoin de- d'élèves, Ils n'ont voilà. pas besoin des appels, je pense. On hein. va avoir des grèves, on va avoir des syndicats, on va avoir ci, on va avoir ça, ça va être ingérable, on la Vous remercie. étiez devenu un peu le diable, c'est ça pour eux? Bon, Mais les gens ont peur, Ouais. et c'est ça le problème. Il faut retrouver du courage intellectuel. Vous voyez bien que l'effacement, il se fait parfois par une autocensure. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça prouve que nos citoyens n'ont plus le courage d'affronter le réel. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, ça. On devrait pouvoir, on aurait dû défendre le débat contradictoire, le fait de ne pas être d'accord. On ne doit pas sombrer dans la peur et prendre des mesures pour ne pas avoir d'ennui. Ce n'est pas être courageux, ça, c'est de la fuite en avant. Donc, censurer quelqu'un ou s'auto-censurer, c'est une preuve de faiblesse. Et nous sommes devenus, la France est en faiblesse, ça se voit. Elle a peur de ce qu'elle dit, elle a peur de ce qu'elle pense, elle n'ose plus faire d'humour, elle a peur d'avoir des procès aux fesses, chacun se tait, il y a des blagues qu'on ne peut plus faire. Vous n'auriez pas de déproche aujourd'hui qui verrait le jour. Je le disais avec Dieudonné la semaine dernière. Ouais. Donc, j'ai été censurée, mais j'étais censurée dans le sens où tout le monde s'autoprotège. Mais en fonctionnant comme ça, on va droit au mur. Parce que vous annihilez l'esprit créatif, vous empêchez à des pensées complexes et qui sortent des cadres. On a besoin de gens qui sortent du cadre.
aujourd'hui, personne sort du cadre. Vous voyez, vous avez un tableau, c'est lisse, il y a des clous, hop, dès qu'il y en a un, paf, on tape dessus et hop, on le remet à sa place. Bon, on voit où ça mène, c'est-à-dire qu'on a... Une uniformité, LCI, ce que je dis. Voilà, tout le monde s'habille pareil. Il y a 4-5 styles vestimentaires. Je sais pas, vous regardez dans la rue, c'est flagrant. Tout le monde parle de la même façon. Alors, au-delà des problèmes liés à l'enseignement avec un nivellement par le bas, et ça, je l'ai constaté à la Sorbonne en 15 ans, j'ai vu la dégradation du niveau d'orthographe. Bon, mais au-delà de ça, il y a la peur d'être différent fait que on a des duplicata de duplicata. On n'a plus d'individus. Est-ce que vous avez encore des personnalités qui vous font rêver? Des gens que vous dites, vous les voyez à la télé, vous faites waouh. Une star, vous faites waouh. Il y en a de moins en moins. En tout cas, en France, là, c'est d'une platitude. On s'emmerde. On les a tués. Hein. On les a tués. Ils se tuent eux-mêmes parce qu'ils ont peur d'avoir des procès au derrière. Et en plus, on les a tués. Et le système fait qu'ils ne peuvent même plus désormais apparaître. Donc tout ça est très compliqué. Alors j'en reviens, on fait quelques digressions, je ne sais pas si... Sur les médias qui vous invitent aujourd'hui, quels sont les médias aujourd'hui qui vous invitent encore ou auxquels vous contribuez? Le Canada est courageux. C'est un Eldorado un petit peu au niveau de la liberté d'expression. Ouais. C'est bizarre parce que pourtant Et il y a en plus, ils Trudeau investissent... qui n'est pas forcément le modèle, mais en tout cas son pays permet... on est très regardé au Canada parce qu'on est en partenariat justement avec une plateforme qui a été créée par un Canadien qui s'appelle Player. Mais oui, et puis là, ils défendent, en tout cas, ils ont le modèle américain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, mais cette liberté d'expression. Elle est sacrée. Oui, donc évidemment, ça a un impact aussi sur leurs voisins proches et les Canadiens. Et puis on parle plus calmement là-bas aussi. Hein, on peut encore s'exprimer, ne pas être d'accord est autorisé. Il y a un peu moins de violence. La France est devenue très violente. Ensuite, vous me dites, est-ce que vous avez le sentiment d'être censuré? Alors avant de reparler des médias, j'ai été virée de la Sorbonne, j'enseignais, j'avais des heures de cours à l'INA. Ils ne m'ont jamais rappelé, ça faisait 6 ans que j'intervenais chez eux. L'école de journalisme de Paris m'avait donné sa parole que, au grand jamais, je serais virée et que le journalisme, c'était également d'aller sur le terrain. École supérieure de journalisme. Ouais, j'étais jusqu'en septembre. Ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, Anne-Laure, droit dans les yeux, on te garde. Septembre, octobre, je me dis, tiens, c'est marrant quand même, j'ai pas reçu l'agenda. Le téléphone n'a jamais sonné. Ils n'ont jamais rappelé. Hein. Donc, si ça, c'est pas être évincé, donc censuré, hein, c'est une forme de censure, quand on ne vous donne plus la parole, quand on vous retire de vos postes. J'ai connu ça aussi. Hein. Ne plus être sur les plannings. Ce n'est pas un sentiment, là, ce sont des faits. Ensuite, les médias, les médias, c'est plus complexe. Ça a commencé depuis un certain temps, comme vous pouvez le voir avec le programme en 2013. Déjà, certaines idées qui dérangent étaient mises au placard très rapidement, malgré le vote des téléspectateurs et des internautes. Donc personne n'avait été respecté dans cette histoire. Oui, puisque en effet, c'est important que vous disiez ça, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui programment, comme on dit, puisqu'il y a des programmateurs dans les émissions, voilà, il n'y a pas d'avis du public. Hein. On voit, excusez-moi de revenir, je ne fais pas une obsession sur LCI, mais comment vous expliquez que sur ce qui concerne l'Ukraine, la Russie, à ma connaissance, bon, il y a eu cette intervention sur CNews, on s'en souvient, mais enfin, vous n'avez pas non plus été extrêmement invité sur CNews, LCI, je ne parle même pas de France Info TV, BFM encore moins. Comment vous expliquez que vous ne soyez jamais invité ou presque? Alors, je crois que, là, j'ai que des hypothèses, mais Libération a tué... évidemment, quand vous attaquez les gens en les taxant de pro-Kremlin, aucune chaîne de télé prend le risque de vous inviter, mais aucune. Et à mon avis, ils l'ont fait, je pense que c'est volontaire. Oui, parce que du coup, il y a des articles et du coup, ça dans le référencement, vous tapez votre nom et puis il y a aussi Wikipédia qui fait très peur. Hein, mais bon, on ne sait même pas qui est derrière vraiment puisque c'est contributif. Wikipédia qui vous fait une bio qui jamais ne diront que vous avez enseigné à la Sorbonne, jamais ne mentionneront que vous avez enseigné à l'INA, 6 ans Sorbonne, 15 ans comme chargé de cours, l'ESJ, ça passe à la trappe. Il ne mentionne pas 2013 Lazarus avec France Télévisions. Il n'avait pas mentionné mon travail sur l'Arménie. C'est des internautes qui ont dû leur rappeler. Donc tous ceux qui apprécient Wikipédia, demandez-leur.
Comment ils peuvent accepter ça au nom de la vérité? Ce sont des mensonges. C'est très grave de manipuler l'opinion publique de la sorte. C'est de la manipulation, puisque ce qui est écrit est biaisé. Ma vie n'a pas commencé avec le film Donbass. Or, sur Wikipédia, mon existence commence par là. Il faut mentionner, si vous faites une fiche sur quelqu'un, il faut également il faut être exhaustif. Donc, il faut être également méfiant. Les fiches personnalités sont orientées. Il ne faut pas prendre pour argent comptant le contenu de ces fiches. Et ça, c'est important de l'enseigner également aux étudiants, parce que aujourd'hui, ça se passe sur des personnes comme vous, peut-être, et moi, qui avons eu à traiter de sujets dits sulfureux. En réalité, il ne devrait pas y avoir de sujets sulfureux. Mais bon, ils sont classifiés sulfureux, donc les gens les pensent sulfureux. Mais il ne devrait pas y en avoir, puisqu'on devrait pouvoir débattre de tout. On a pu débattre de la peine de mort à un moment donné. Mais sur l'Ukraine, c'est compliqué quand même, hein, on le voit bien. Sur l'Ukraine, c'est compliqué, oui. Sur l'Ukraine, c'est compliqué. On voit là Pierre Lelouch qui vient de sortir Engrenage, où il revient justement sur cette guerre et ses Pierre effets. Lelouch, l'ancien ministre. Oui, tout à fait. Je vous invite à regarder sur Internet la sortie de son bouquin. Mais vous voyez, même vous n'avez même pas vu le bouquin passer. Non. Ça s'appelle Engrenage. Il se plaint d'être invité nulle part parce qu'il aborde l'Ukraine. Il explique qu'il a repris, de ce que j'ai pu voir, parce que je n'ai pas encore eu le temps de le lire, l'histoire de l'Ukraine de 91 à nos jours, mais surtout un gros focus de 2008 à 2022, en passant par Maïdan, etc. Et puis les accords qui n'avaient pas été respectés ni d'un côté ni de l'autre, en expliquant que nous aurions pu très certainement éviter cette guerre. Bon, il se fait lyncher. Mais donc, parler de l'Ukraine, il faut le rappeler, ça, parce qu'on a la mémoire courte. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de défendre ou pas Ségolène Royal. En 2022, elle dit, mince, les accords de Minsk n'ont pas été suffisamment défendus. Elle s'est fait éjecter. On a De Villepin qui, en 2022, rappelle que les accords de Minsk n'ont pas été suffisamment défendus. Il s'est fait éjecter. Sarkozy s'est fait éjecter quand il a parlé de l'Ukraine. Alors vous imaginez bien que des gens comme moi qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat vont se faire défoncer. C'est tout. Si déjà ces personnes-là qui ont un réseau suffisamment dense pour les défendre se font sortir des plateaux, c'est pas des personnes aussi... voilà, c'est pas une mère isolée qui va pouvoir se défendre. Pourquoi vous êtes intéressé... C'est de lâcheté en somme. Pourquoi vous avez commencé à vous intéresser au Donbass dès 2015, à ma connaissance? Alors, dès 2015, je ne me suis pas intéressée au Donbass. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait découvrir le Donbass. Je sortais de Lazarus Lève le voile, le concours que j'avais remporté, qui avait été médiatisé. Et dans ce cadre-là, une des personnes qui avait voté pour le programme m'a reconnue. C'était le papa d'une petite fille qui était dans la même école que ma fille, qui est russe, qui est née à Tcherkassy, enfin qui est ukrainien, mais russe, puisqu'il était né avant 91, de Tcherkassy. Donc c'est une zone en Ukraine non pro-russe, je le précise parce que c'est important, et qui me dit écoutez, j'ai beaucoup aimé votre travail sur Lazarus Lève le voile, le décryptage grand public de l'actualité. Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment dans le Donbass? Et là, je lui dis écoutez, je suis désolée monsieur, je sais les grandes lignes de Maïdan, mais le Donbass, je dis écoutez, regardez, moi je suis ukrainien. Je suis né à Tcherkassy, il me le précise parce que déjà il y avait eu les événements d'Odessa, etc. Et donc il avait bien vu qu'il y avait déjà la dichotomie entre pro-russe et pro-ukrainien. Nous, les Français, on ne l'avait pas encore vu venir, ce truc-là. Il me montre des images, je trouve ça énorme. Je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait autant de bombardements dans telle zone et qu'on n'en parle pas. C'était après Maïdan, c'était à Ilovaisk à l'époque, et c'était en feu. Donc, je le remercie. Je commence à enquêter, à faire mes croisements d'infos, etc. Et là, je me rends compte que oui, en fait, il se passe des choses dans un endroit dont on ne parle pas, qui s'appelle le Donbass, et que ce n'est pas tout clair. On se revoit. Cet homme avait monté une association dans le BTP pour aller rénover sous les bombes les maisons qui étaient détruites
À l'époque, il n'y avait pas encore de séparation dans le Donbass. On pouvait passer par Kiev et arriver dans le Donbass. Il me dit, bon, ça vous intéresse? Est-ce que vous avez vu ces images? Vous avez croisé aux infos? Est-ce que vous voulez venir avec moi et raconter ce qui se passe et voir en tout cas ce qui se passe? Je lui dis, écoutez, pourquoi pas? Là, je trouve une boîte de prod, toujours en indépendante, et je me barre dans le Donbass. Voilà comment ça a commencé. Et je suis arrivée dans cette zone et j'ai pu vérifier que ce que j'avais vu dans mes recherches et dans mes articles où j'avais étudié des essayistes militaires, etc., sur cette zone ultra compliquée. C'est là que j'ai découvert le grand échiquier de Brzezinski, etc., où je me suis rendu compte que depuis 91, ça puait dans cette zone. Et bien, en me rendant sur place grâce à ce monsieur, j'ai commencé à m'y intéresser et à éprouver une espèce d'obsession pour le Donbass. Quel regard vous portez sur la politique occidentale, justement, dans la région depuis 2015 ? C'est-à-dire que je ne commencerai pas par l'année 2015. 2015, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Il faut... mon hypothèse, je ne suis pas géopolitologue, hein, donc voilà. Ce que moi, je pense, après mes différents allers-retours et après m'être entretenue avec plusieurs personnalités, aussi bien en France qu'en Ukraine ou en Russie, c'est que le sentiment qu'ont les Russes, c'est d'avoir été, de ne jamais avoir été écoutés après la chute du mur. Vous diriez que l'Occident a poussé la Russie à la guerre? Non, je dirais qu'il y a eu d'énormes incompréhensions, qu'il y a eu une forme de trahison, qu'il y a eu des mains tendues qui n'ont pas été, prises. Les Russes ont voulu intégrer l'OTAN, on s'est moqué d'eux. Les Russes ont fait des pas pour discuter avec d'architecture de sécurité. Ça a été compliqué. Jusqu'en 2008, on s'entend peut-être pas trop mal. En 2008, Bush fils et non pas Bush père, vous voyez, on est bien avant 2015, propose très rapidement de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Là, il me semble que c'est Sarkozy et Merkel. Oui, c'est Sarkozy et Merkel disent non, jamais. Bush fils, hein, vous voyez. Non, jamais, ça va créer énormément de problèmes. Et là, eh bien, c'est mis en place une campagne tout de même d'élargissement des pays qui ont intégré l'OTAN et qui se sont rapprochés du territoire russe. Les Russes qui ont eu le sentiment que les promesses qui leur avaient été faites, qui n'ont pas été signées, mais on avait promis. Et ça, vous pouvez également fact-checker. Nous avons des preuves, même si certains journalistes disent le contraire, c'est archivé. Ça a été mal fait, mais c'est archivé, mal fait dans le sens où ils auraient dû signer. On avait donné notre parole de ne pas élargir l'OTAN. On s'était engagé. Donc vous voyez, cette succession d'actes que les Russes ont le sentiment, pas que d'être des actes inamicaux, l'élargissement de l'OTAN, donc le rapprochement de la frontière russe de forces qu'ils ressentent comme agressives, à tort ou à raison. Mais bon, la rédaction par les Américains à travers la voix de Brzezinski d'un plan d'endiguement volontaire de la Russie par l'Ukraine n'a pas rassuré les Russes. Les tentatives de discours jusqu'à Maïdan avec la signature par Fabius des Britanniques et des Américains, si mes souvenirs sont bons, en novembre 2013, où on doit mettre, donc vous vous rappelez la révolution de Maïdan, on trouve un accord parce qu'il commençait déjà à y avoir beaucoup de morts, on trouve un accord, Yanukovych s'engage à signer, à mettre en place des élections anticipées. Là, il est renversé, il part en Russie. Donc, vous voyez, l'accumulation de tous ces micro-événements font que les Russes se disent on nous prend pour des cons. Ils en sont convaincus, ils le disent à plusieurs reprises. Il suffit de lire les allocutions de Poutine.
Il tente à un dernier Donc ça ne vous a moment. pas étonné, vous comprenez l'opération spéciale que Poutine a lancée Mais oui, en géopolitique et en relations internationales, vous ne devez pas être étonné. C'est pour ça qu'on en revient encore au métier d'enquêteur. Il y a une logique à tout. Alors après, il y a la psyché humaine qui vous étonne, hein, les réactions des uns et des autres, mais les prises de décision comme une opération dite spéciale, une guerre, un conflit, ça se réfléchit et ça se met en place sur des années. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous, justement, alors, pour Écoutez, je ne l'éviter? suis pas devin, mais peut-être Il y a une possibilité d'éviter ce conflit, d'après vous? Alors, ma théorie est la suivante. Si le 21 novembre, nous avions fait, j'insiste bien, respecté, il me semble que c'est le 21 novembre, Eric, il faudra vérifier, 2013, l'accord signé avec Fabius et Yanukovych sur la mise en place d'élections anticipées en Ukraine, la Crimée, à mes yeux, mais c'est mon hypothèse et je l'assume, n'aurait pas été annexée. Okay, il n'y aurait donc pas eu de guerre au Donbass. Il n'y aurait peut-être même pas eu besoin des accords de Minsk. Bon, premier point. Il aurait fallu surveiller sur le petit feu, et ça, je suis tout à fait d'accord avec un journaliste pour qui vous voyez, j'ai du respect pour certains journalistes. Il y a Renaud Girard, j'en cite un, qui avait expliqué à l'époque que cette signature était primordiale et qu'il fallait surveiller cet accord comme du lait sur le feu, parce qu'il y avait eu tellement de morts pendant Maïdan que l'accord qu'il avait trouvé était, je reprends ces mots, important, voire historique, et que partir après la signature, ça ne s'était jamais vu diplomatiquement. Ça, vous pouvez encore le retrouver en Fatchekan. Il a dit, Renaud Girard, moi j'ai les sources, il n'a pas compris la réaction de Fabius, ni des diplomates européens qui se sont barrés, qui ont laissé Yanukovych, et c'est là que nous avons cette fameuse minorité d'extrême droite, Pravi Sector, etc., ceux qui les soutenaient, et certains oligarques qui ne sont pas tout blancs, puisque l'Ukraine, comme vous le savez, on en parlait énormément avant 2015, mais maintenant c'est devenu tabou, est un pays extrêmement corrompu. C'est pas le seul, on le sait tous. On renversé Yanukovych. Les Russes parlent de coup d'État. On n'en est pas loin. Et donc, voilà, annexion de la Crimée. Il faut savoir ça, le grand public l'ignore, mais en Crimée, vous avez la flotte de Sébastopol, qui est une base, pour faire simple, militaire très importante pour les Russes. Donc ils se sont dit, si on a le renversement de Yanukovych et des accords qui ne sont pas respectés, nous sommes en danger. On protège, on annexe la Crimée, on récupère notre base militaire, c'est un pied de nez également. Et là, évidemment, on est monté dans les tours. On a parlé un certain temps côté ukrainien d'interdire la langue russe. Il y a eu Odessa et 48 brûlés vifs, avec en parallèle des batailles à Ilovaisk où, j'insiste bien, et ça, il faut le préciser, le gouvernement donc de Poroshenko, hein, qui s'est installé après Yanukovych, bombarde des Ukrainiens. Ça, c'est ça qui a choqué quand j'ai dit ça. Là, les gens sont devenus fous. Mais enfin, oui, les Ukrainiens ont bombardé d'autres Ukrainiens. Quand Poroshenko va sous prétexte, et c'est vrai qu'il y a des soutiens russes dans une partie du Donbass, parce que le Donbass, historiquement, a toujours voté pro-russe, on y parle russe et on est orthodoxe. Bon, rien d'étonnant, et c'est la frontière russe. Donc pas étonnant qu'il y ait des Russes et des pro-russes. Voilà, c'est l'histoire très compliquée, très déchirée de ce pays qui finalement a une histoire très courte. Bon, mais cette frontière-là, du Donbass avec la Russie, génère des liens particuliers économiques et culturels avec la Russie, vous comprenez? Donc, le départ de Yanukovych... Comment vous expliquez qu'on refuse d'entendre ce discours en France? Et parce qu'il n'y a pas eu de débat. Tout de suite, on est rentré dans l'émotionnel. Quand je vous l'explique, vous comprenez, non pas, vous n'allez pas légitimer une guerre. Moi, je légitime aucune guerre, la guerre. Et là, j'enfonce des portes ouvertes. C'est affreux. Et je pense que je le sais mieux que quiconque parce que j'y vais sur les zones de guerre. L'odeur du sang, je la connais. L'odeur des cadavres, je la connais. Voir des gens mourir sous mes yeux, je la connais. Le deuil d'une femme qui perd son enfant et qui vous tombe dans les bras, je connais. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous dire que faire la guerre, c'est bien. Mais ce n'est pas la question qui se pose. La guerre, c'est ni bien ni mal. C'est qu'à un moment donné, c'est un moyen de résoudre politiquement un problème qu'on n'arrive plus à résoudre. Et là, nous étions dans une impasse. Je ne dis pas que les Russes ont bien fait ou mal fait. On voit qu'il y a eu
de nombreux rendez-vous manqués, des actes qui ont titillé la Russie, le sentiment d'insécurité, des financements américains, et ça, les Américains le disent. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne soit pas dit sur les plateaux TV français, en finançant des personnalités politiques dès 2003, en finançant des ONG, etc. Donc évidemment que l'Ukraine, si vous voulez, a été la continuité de la guerre froide. Et ça demande aussi, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des notions d'histoire que l'on n'a plus et qui ne sont plus enseignées à l'école. Donc c'est un vrai problème, et même que certains journalistes de plateau n'ont pas. Double problème. Alors pour que... C'est vrai qu'on n'entend pas BHL tenir le discours que vous tenez, par exemple. Donc vous voyez, on arrive à une situation, si ça a explosé en 2015, c'est parce qu'il s'est passé tout ce que je vous ai décrit. C'est ça, plus des financements américains, plus une guerre froide qui a été mal digérée, des accords qui n'ont pas été respectés, l'élargissement de l'OTAN, des oligarques qui s'en ont mis plein les poches, des corruptions, en veux-tu, en voilà. Et puis il ne faut pas oublier que l'Ukraine, une stratégie américaine d'endiguement de la Russie par l'Ukraine, par la déstabilisation de l'Ukraine, c'est écrit noir sur blanc dans l'échiquier, le grand échiquier. Les Russes ne sont pas tout blancs non plus, hein. Ils payent évidemment des pots de vin, la corruption ils connaissent, mettre des politiques qui sont sous influence russe, c'est une habitude, mais c'est totalement hypocrite et faussé de dire que le camp d'en face n'a pas fait la même chose. Ils ont agi de la même manière. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Déjà, 1, l'expliquer. 2, faire respecter ces accords. 3, comprendre la complexité de la situation. 4, anticiper. Il paraît que gouverner, c'est anticiper, gouverner, c'est prévoir. Bon, là, rien n'a été prévu, rien n'a été anticipé. Surveiller les accords de Minsk de 2015 à 2022, c'était précieux, ça. Pourquoi c'était précieux ? Parce que l'Ukraine, il n'y aurait peut-être pas de guerre en Ukraine, et là, c'est un peu choquant ce que je vais vous dire, il n'y aurait peut-être pas tous ces morts si ce n'était pas aussi le grenier de l'Europe, s'il n'y avait pas autant de champs de blé et de passages énergétiques et gaziers et autres, l'Ukraine n'intéresserait personne. Comme c'est le cas des Arméniens, hein, où il y a 3 moutons et des montagnes. Comme l'Irak à l'époque. Voilà, donc il n'y aurait pas de blé. En Ukraine, il n'y aurait pas de guerre. Ça, faut que tout le monde le comprenne. Il n'y a pas d'humanisme, les gentils Ukrainiens, non. Hein, on n'y est pas, on les soutient. C'est géopolitique. C'est parce que nous voulons pouvoir garder des nœuds énergétiques et avoir accès au blé ukrainien que nous soutenons l'Ukraine. Sinon, on n'irait pas mettre des milliards si ça n'allait pas nous apporter quelque chose. Mais les Russes, c'est pareil. Au-delà de l'histoire commune qui les rapproche, ce sont quand même 2 peuples slaves qui partagent tout de même... Frères. Ils sont plus proches de la Russie. Ils étaient, parce que la guerre, évidemment, a fait évoluer les mentalités. Que de l'Europe. Voilà. Et l'Europe s'y est intéressée parce que la politique et les États, ce sont des monstres à sang-froid. Et notre intérêt, cher Eric, c'est d'avoir accès à certaines ressources et avoir accès à du blé. Quel regard vous portez sur l'évolution de ce conflit alors ? Eh bien, ce conflit a accéléré un processus qui était déjà en marche, mais dont personne, très peu, était capable de... Il a accéléré la fragmentation du monde. C'est-à-dire que ça fait un petit moment que certains pays dits du Sud global, c'est un mot valise, avaient le sentiment d'un 2 poids 2 mesures occidental. Ça fait plusieurs années que l'hégémonie américaine est remise en question et est critiquée pour diverses raisons. Elle est critiquée parce qu'elle impose à travers son droit, on appelle ça l'extraterritorialité du droit, elle impose des influences, elle détruit des entreprises, elle vous empêche d'investir, elle vous détruit des contrats. Enfin, c'est une forme de guerre économique. Elle impose des sanctions à d'autres pays et il y a de plus en plus de voix qui se sont élevées
contre ça, parce qu'il n'y a pas que la guerre militaire, il y a aussi la guerre économique et la guerre faite par le droit. Et le droit américain est un vrai problème. Donc cette fracture du monde dont je vous parle eh bien, a été accentuée avec la guerre d'Ukraine. Ça a polarisé le monde en plusieurs parties et les pays du Sud n'ont pas trouvé anormal que les Russes fassent la guerre à l'Ukraine. Ils sont partis du principe que nous avons fait la guerre en Irak pour des raisons qui n'étaient pas très vérifiées. Je vous rappelle cette scène de la fiole que tout le monde cite, mais il faut quand même la garder à l'esprit. Là, l'image des démocraties a pris un coup, hein, un tel mensonge. Et quand on voit la déstabilisation et le nombre de morts, de déplacés, de veuves et d'orphelins que ce mensonge a généré, c'est devenu inacceptable pour une partie du monde qui a eu le sentiment d'être pris, un, pour des cons, et deux, d'être les pantins d'une farce. Pour revenir au conflit en Ukraine, vous attendiez quand même à une telle résistance de la part de l'Ukraine, parce que force est de constater quand même que c'est pas simple là-bas quand même pour la Russie. Hein. C'est pas simple pour la Russie. Écoutez, mais alors là, si les Ukrainiens n'avaient pas le soutien des Occidentaux, ça fait longtemps que l'Ukraine serait tombée. Voilà. Vous pensez que l'Ukraine pourra encore tenir longtemps dans cette situation Quelle est la situation sur le front aujourd'hui, puisque vous y avez été justement Quelle est la situation sur le front Écoutez, vous avez même recours aux soldats nord-coréens. Alors, ça dit quoi de l'état de l'armée russe? C'est plutôt, je trouve, un petit peu... Mais tout se rejoint, c'est ça, Eric. Il ne faut pas oublier, quand je vous parle de fragmentation du monde, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est très dangereux, vous avez ce Sud global qu'on appelle les BRICS++, avec leurs partenaires et les Occidentaux qui se font la guerre en Ukraine. Tout le monde y participe, la Chine y participe, la Corée y participe, côté russe. Mais elle a encore les moyens de cette guerre, l'armée russe, d'après vous? Mais c'est pas, écoutez, c'est une guerre qui est devenue mondialisée, je crois. C'est ça que vous devez comprendre. On ne fait pas la guerre avec la Russie, là. On a un affrontement BRICS, et peu en parle. C'est une hypothèse, c'est mon hypothèse, mais je ne pense pas me louper. Peu en parle, mais ça se tient. Je pense que là où nous sommes en train de nous affronter sur le territoire ukrainien, de manière générale, ce n'est pas la Russie contre l'Ukraine, ni contre l'OTAN, c'est les Occidentaux contre les BRICS. C'est ça qui se passe. Donc quand vous voyez la Corée du Nord, c'est un petit clin d'œil, et ça tout le monde le dit en disant « oui, ça embête la Chine ». On nous prend vraiment pour des dindes, ça ne m'embête pas la Chine. Si la Corée du Nord est en Russie, si elle y est, elle a l'aval chinois. Donc ceux qui vous disent que les Chinois sont en train de râler, c'est simplement pour arranger leur petit business et pas faire flipper qui que ce soit. Aujourd'hui, il y a un affrontement. Alors ça peut bien se résoudre, il ne faut pas se faire d'illusions, ça peut également très mal se passer. Et je ne parle pas des guerres nucléaires parce que ça c'est un raccourci intellectuel, c'est une guerre économique. Ce risque finalement beaucoup les cartes Oh non, ça vous aussi. Bien sûr. Mais une guerre... C'est plus rassurant entre guillemets pour le monde, non? C'est pas plus rassurant. Ah bon? Non, parce que vous pouvez avoir des guerres... S'il y avait une bombe nucléaire, c'est la fin du monde, quoi. Enfin... parfois c'est mieux, hein. Je vous assure qu'il vaut mieux des fins de monde, de zones que des zones... Vous allez faire super agir en disant en tenant. Non, mais attendez, vous vous rendez pas compte de ce que peut provoquer une guerre économique, une cyber. C'est pas forcément quand même. C'est volontairement, oui, mais vous n'aurez pas. Évidemment que c'est une aberration. Et d'ailleurs, on ne s'est jamais interrogé, mais ce sont uniquement les Américains qui ont utilisé le nucléaire pour l'instant. Hiroshima, Nagasaki. Vous voyez, ça fait longtemps que les relents là ont fait des digressions, mais le réel est complexe et vous êtes obligé de tout croiser, Eric. Ça fait très longtemps que beaucoup de pays ont des ressentiments aussi contre la fameuse démocratie occidentale, parce que c'est la démocratie occidentale qui a utilisé ces deux bombes. Il n'y a que nous. Poutine, il a atteint ses objectifs d'après vous? Je ne suis pas dans la tête de Poutine, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Qui détient les clés de ce conflit aujourd'hui? Ça va être économique.
Ça va être une discussion entre les Russes, Il y a les encore une Chinois. initiative diplomatique possible pour Mais vous? ça discute en coulisses tous les jours. Les Américains et les Russes discutent tous les jours, ils s'appellent, oui, bien sûr. Et depuis que Trump a été réélu, enfin, il n'a pas repris Ça officiellement parle, mais oui, ça pouvoir, ne fait mais, que parler. Il faut sortir de... Là, pardonnez-moi, hein, Eric, hein, je passe un peu... Mais il faut sortir de l'hystérie des plateaux télé, hein, je ne les cite pas, qui vous disent que... Non, non, ils parlent, ces gens-là. Ils discutent. Ça n'empêche peut-être pas le pire à venir, on va y revenir. Enfin bon, sur il la parle, bonne- mais bon, Trump a dit qu'en 24 heures, il Non, mais arrêterait cette guerre en Ukraine, et en même temps, Biden, il autorise Alors là, l'envoi de vous voyez, missiles. Enfin, oui, mais alors là, ça fait encore 24 heures où tout part. Le temps médiatique n'est pas le temps de la guerre. Il va falloir qu'on attende au moins une semaine pour comprendre ce qui se passe là. Vous voyez, quand je vous dis l'actualité, s'il n'y a pas une prise de recul et si les principaux protagonistes ne s'expriment pas, on ne peut pas comprendre. Il faut attendre maintenant que la Chine dise son mot, que les États-Unis s'expriment et que les Russes s'expriment. étonnamment, là, vous ne parlez plus de la France, vous. Non, mais ça, je l'avais dit sur plusieurs plateaux télé. Je ne sais pas plus si beau vous vous chapitre. souvenez, quand je suis rentrée du Donbass en 2022, j'ai dit, il me semble que c'était sur le plateau d'Hanouna, le seul rapprochement que Vous va invitez créer quand cette même guerre. Hanouna. Tiens, j'ai oublié de le dire, ça, au début. Ouais. C'est la Chine et la Russie travailleront main dans la main. Tout le monde s'était marré lorsque j'avais annoncé ça en mars 2022. Tout le monde. Mais alors, personne n'y croyait. Vous voyez, donc, le gros problème, c'est qu'on n'a pas été capable, nos penseurs, là, nos éditoriaux de plateau, éditorialistes à la noix, les diplomates, on se demande où ils sont. À la Poédie, elle n'en parle pas de ça. Quelle violence, ça, il faudra y revenir. Quand vous parlez de violence sur les réseaux sociaux, la plus violente de ce conflit, c'est cette femme. Cette femme qui est sur LCI, hein, invitée Oui. archi régulièrement. Elle a Avec participé qui du clivage, de la montée de la haine, du racisme. Elle a créé des tensions. Elle n'a pas du tout travaillé pour l'apaisement. Et quelle légitimité a-t-elle? Mais quelle légitimité a cette personne pour s'exprimer autant sur les plateaux télé et pour être, entre guillemets, légitimée par une chaîne comme LCI? Écoutez, c'était la première fois sur LCI qu'on a vu, ça c'est à la télé, pardon. C'est la première fois, me semble-t-il, qu'on a vu des morts en direct. Vous vous souvenez, je vous avais dit, il y a eu quand même une forme d'ultra-violence dans les médias, etc., qui n'a pas participé à l'apaisement. Rappelez-vous, maintenant ça ne se fait plus, parce que ça a été un peu critiqué, mais on avait des moments à 20h où sur LCI, on avait à la Poédie et d'autres qui commentaient des drones qui faisaient exploser des tanks, avec des mecs à l'intérieur qui brûlaient vifs. Et les gens, vous décryptez ces images, les éditos, en se marrant. Non, en se marrant. Ça, vous pouvez les retrouver, ces images. Il y avait des posts, et ils y sont toujours, j'invite les gens à les retrouver, où on a ri de la mort de jeunes en plateau. Et sur les réseaux sociaux, qui ont été rédigés, avec ces images à l'appui. Donc, quand on dit que Twitter divise et génère de la haine, moi, la première haine que j'ai vue, je n'avais jamais vu une telle violence, elle est passée en prime time à la télé par ces gens-là. Ils ont divisé la France, mais ils l'ont divisé sur tous les sujets. Ils l'ont divisé sur l'Ukraine, ils ont empêché le débat, ils ont ri de la mort des gens, qu'on ne parle pas de morale, parce que là, vraiment, c'est d'une hypocrisie. Ils ont montré des morts en direct, et ils n'ont pas participé au dialogue qui, le seul, permet l'apaisement. Donc, les politiques, en voyant ça, ils ont peur. C'était hystérique d'ailleurs, on se souvient d'un mec que j'avais reçu d'ailleurs bizarrement à une époque ici, je l'assume, mais bon, je le regrette un peu maintenant avec le recul. Girnov, là, qui parlait, ce fameux ancien espion russe qui se targuait sur tous les plateaux, de dire que voilà, il connaissait Poutine, enfin qu'il l'avait croisé, et puis finalement je crois que tout ça est bidon. Ça n'a pas été le pire, hein. Non. Bon, enfin, il y allait fort là, parce qu'il disait qu'il y avait aussi les fameuses 50 cancers, maladies de Poutine. Alors voilà, là c'est très étonnant. Là, ça revient d'ailleurs aujourd'hui. Si on avait un peu d'honneur, tous ces gens qui ont prévu des cancers, qui ont prévu... Pourquoi il n'y a pas une prise de parole, au moins pour... Ça revient là, ça ressort un petit peu sur le fait qu'il n'ait pas bougé ses mains. Écoutez, de toute façon, quand ça ressort, il faut aussi vous dire qu'il y a un petit problème en France là dans l'actualité. Donc on va gonfler un peu l'actualité internationale pour éviter de parler de l'actualité nationale. Hein, parce que ça ne va pas très bien.
Ça se passe mal économiquement, ça se passe mal dans nos hôpitaux, ça se passe très mal pour Barnier. Donc, il vaut mieux pas parler des sujets qui fâchent en ce moment au prime time. Il n'y a pas trop de courage politique. Et la voix de la France, plateaux. parce que c'était ça au départ que vous citiez pas là, vous citiez les États-Unis, bon, la Chine, mais elle évidemment. est où la France là? Enfin, Macron avait l'air de dire qu'il était prêt à envoyer à laisser entendre Mais ça ne sert à rien. À envoyer des troupes et puis. Mais ils vont envoyer des troupes. Alors, à la rigueur, pour tenter de sécuriser si cette guerre s'arrête. On ne sait pas où elle peut aller. Hein. Peut-être que ça ira jusqu'à Odessa. Peut-être qu'il ne restera rien. Peut-être que le front ukrainien va s'effondrer. Moi, je ne crois pas au game changer. Je ne vois pas un retournement de situation. Je l'ai dit dès le début, cette guerre serait une boucherie et que les Russes ne pouvaient pas perdre. Ça n'a pas été, ça n'a jamais été audible ce type de discours parce qu'on n'a pas voulu expliquer comment nous en étions arrivés là. Et le seul qui vous avait permis de le faire, ça, c'était, vous disiez, c'était Hanouna, bizarrement. Alors écoutez, je ne sais pas s'il m'avait permis de le faire parce qu'il y avait énormément de contradicteurs. Je pense qu'il s'était dit, je vais, faire un coup. Ouais, faire un coup. Faire du buzz, quoi. J'ai réussi à le placer, je ne sais pas comment, en expliquant, voilà, et Girnoff était d'accord avec moi, que ce conflit était un peu plus lointain que 2022, que tout avait commencé en 2014. Et si vous voulez être honnête intellectuellement, il faudrait revenir sur 2013 et cet accord qui n'a pas été respecté et qui a généré la fuite de Yanukovych et l'annexion de la Crimée. C'est mon hypothèse, je l'assume. Mais non, ça, personne n'en a touché un mot. Et depuis cette séquence que vous pensez que vous avez vraiment été ostracisé, effacé, en tout cas. Mais oui, je vous dis. Écoutez, tous ceux qui ont dit la même chose que moi l'ont été. Lelouch a exactement la même version des faits, la même. Il se plaint d'être invité sur aucun plateau. Il n'est reçu que sur des chaînes internet. Alors vous savez quoi, ça tombe bien comme transition parce qu'on va arriver au terme de cet entretien sur YouTube. On va basculer sur d'autres plateformes, donc aussi bien Player que YouTube pour les membres, les Incorrectibles Plus. Donc justement, on va poursuivre. Anne-Laure, aujourd'hui, pour justement répondre à vos détracteurs et à ceux qui aussi ne vous connaissent pas, qu'est-ce qui vous intéresse quand même spécialement dans cette société russe qu'on décrit si souvent dans les médias? Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de problèmes à parler de ce sujet? Comment est-ce que alors vous attendez, expliquez? pardonnez-moi, je vous coupe Eric, Ouais. mais je pense qu'on n'en parle pas parce qu'on sait qu'on est dans une merde folle. Là, c'est allé très loin. Vous me disiez qu'est-ce qui s'est passé, mais enfin, le monde s'est fracturé. Nous sommes en plein bouleversement. Il y a un retour de la guerre froide. Proche-Orient. Voilà, ça explose de partout. Ce conflit s'est métastasé. Proche-Orient, l'Arménie qui va reprendre, ça ne fait aucun doute. Vous avez des émeutes en Nouvelle-Calédonie et ailleurs, des tensions politiques, l'augmentation des prix de l'énergie, quand même l'industrie de l'Union européenne qui ne se porte pas très bien, énormément de faillites de PME. Enfin, vous voyez bien quand même que pourquoi on n'en parle pas, c'est que les effets de cette guerre sont sur les sociétés européennes catastrophiques. Et justement, sur le sujet de la liberté C'est pour ça d'expression, qu'on n'en parle pas. vous diriez qu'on est plus libre en Russie qu'en France? Je ne dirais pas qu'on est plus libre en Russie qu'en France, non. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expliquent constamment que la Russie est une dictature? J'ai toujours dit que c'était un pays autoritaire. Voilà, Mais pas une dictature, d'après vous? Écoutez, à partir du moment où on ne tue pas des gens, enfin, regardez, les États-Unis ont la peine de mort. C'est une dictature ou pas? Un sujet. Non, mais donc c'est un pays autoritaire. J'ai été en Russie. Bon, les prisons sont peut-être un peu plus fermes, mais visiblement, pardonnez-moi, là, je vais peut-être choquer vos auditeurs, mais quand les procès sont bien menés, un peu de fermeté, ça fait pas de mal. Quand on voit ce qui se passe en France, je crois qu'il faudrait peut-être revoir la politique de nos prisons. Il y a un petit souci tout de même. Moi, je n'idéalise pas la Russie. Je vais même vous dire, je m'en fous de la Russie, on va en parler, c'est un sujet qui m'intéresse. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent voilà, que vous êtes une propagandiste du Kremlin, que vous êtes là pour... Écoutez, moi... Vous leur dites quoi à ces gens-là? Écoutez, je leur dis, dépêchez-vous de penser français, très vite.
défendez les valeurs françaises, parce qu'aujourd'hui, tous ces gens-là ne les défendent pas. Ils parlent de l'Ukraine, ils ne sont même pas capables de voir que leur propre pays est en train de s'effondrer. Retrouver des valeurs, parce que ça va mal se passer. On a des pays qui arrivent, et croyez-moi, ils ne sont pas très cool, comme on dit, et je pense à la Russie, bon, qui a ses valeurs, etc. Moi, j'en fais pas la promo, c'est leur problème, et de toute façon, voilà, la manière dont pensent les autres pays ne m'intéresse pas. Mais quand on voit la concurrence, aussi bien en termes d'emploi, et démographique de l'Inde, de la Chine. Voilà, que nous allons nous prendre en pleine face, il est important que la France se retrouve une identité propre, des valeurs. Et moi, je pense d'abord français. Et je n'appartiens à aucun courant politique. J'allais vous le demander. Aucun. Justement. Et je n'ai jamais appartenu à un courant politique. Jamais. Je ne suis jamais rentrée dans un bureau politique. En revanche, je peux vous garantir que pour avoir été à plusieurs reprises en Russie, avoir vu déjà qu'en Russie, les menus sont traduits, les menus dans les restaurants en chinois, etc., ça on ne vous en parle pas, dépêchez-vous les Français de vous aimer à nouveau, parce que cette incapacité d'avoir une politique qui se on les met dans les projette à bras de la 20 Chine, ans. c'est ça que vous voulez dire. Comment ? Alors que historiquement, la Russie devrait être plus proche de l'Europe que de la Chine, c'est ça que vous, culturellement, enfin pardon, mais c'est vrai que c'est suicidaire peut-être pour nos civilisations, c'est qu'on met la Russie dans les bras de la Chine. Ah bah de toute façon, là, ils y sont, et pour un moment. Donc tous ceux qui pensent qu'ils vont en sortir, c'est illusoire. Ça prendra une décennie ou autre, mais là, voilà, ils vont avancer ensemble. Et Chine plus Russie et face à l'Europe. Et c'est pas une faiblesse quand on vous dit oui, la Russie... Non, c'est là des pays qui ont décidé de créer des partenariats qui ne vont pas jouer en notre faveur, je vous le dis. Il faut le savoir. Et ils ont décidé d'instaurer leur point de vue et leur système culturel, en respectant mutuellement, c'est ce qu'ils disent, la culture des uns et des autres, dans ce grand mouvement que sont les BRICS et leurs partenaires. Il y a énormément de pays qui participent de ce mouvement. Quel regard vous portez sur Poutine ? Ça m'intéresserait de savoir, parce que vous connaissez bien sur Poutine politique. Eh bien écoutez, il dit, il fait. C'est ça qui explique sa popularité en Russie ? Je pense que c'est un homme... je pense que c'est un homme qui a un sens... Alors c'est très difficile parce que je ne suis pas russe et je ne parle pas... Vous l'avez jamais rencontré ? Non, jamais. Mais il est très populaire pour ceux qui sont restés. Ceux qui n'aimaient pas Poutine sont partis. Donc ceux qui sont aujourd'hui en Russie... Il les a fait partir peut-être. Oui, voilà, mais en tout cas, ils n'habitent plus là-bas. Donc, il y a une forte diaspora russe à l'étranger. Parce que s'ils habitaient encore là-bas, ils auraient peut-être quelques soucis, non ? Vous ne croyez pas ? Alors, on y vient, oui. Non, mais c'est évident. Mais c'est la raison pour laquelle je dis, pensez français, dépêchez-vous, parce que nous avons énormément de... Moi, pour rien au monde, vous me ferez quitter la France. J'y ai pensé à un moment donné, quand j'ai eu tous ces ennuis, je me suis dit, mais c'est pas possible, je pars. Je pars parce que je ne pourrai plus rien faire. Mais à chacun de mes voyages, je me dis, mais non, mais on a une chance mais incroyable de vivre dans ce pays. Et on ne cesse de le critiquer, de le détruire, et ça, c'est pitoyable. Alors, je me suis fait détruire par les médias, mais je suis encore en vie. Peut-être que si j'habitais en Russie ou en Chine, j'aurais déjà pris une balle dans la tête. Ou en Ukraine, ça c'est, vous voyez ? Peut-être. Il y a certains journalistes, quand ils font des enquêtes qui leur déplaisent, se prennent une balle dans la tête. Au moins, c'est direct. Bon, ici, c'est la mort sociale. Voilà. C'est deux types de morts. C'est peut-être même moins violent. Ouais, on y vient, c'est moins violent. Mais avec tout ce que j'ai vécu, Eric, comme effet secondaire de ce déplacement en Ukraine et dans le Donbass, j'estime avoir de la chance d'être française. Et je regrette... Malgré tout, vous voyez. Et je regrette le vide dans lequel nous sommes aujourd'hui et l'absence de valeurs et de politique et la difficulté aujourd'hui de dire j'aime la France et de la défendre. Et ça, quand vous me questionnez sur la Russie, c'est quelque chose que j'aime chez les Russes, c'est qu'ils aiment leur pays. Alors qu'on aime ou pas, moi, que ce soit un régime autoritaire ou pas, je m'en fous. Ce que je vois, c'est que les jeunes Russes qui sont restés en Russie aiment leur pays. Et ça nous manque. Et en France, on l'aime plus. Je ne vois pas les Français aimer leur pays. Je vous assure.
dès que vous sortez un drapeau français, alors vous êtes en plus l'extrême droite, toujours l'extrême droite, etc. Bon, passons, mais c'est soit pour un match de foot ou pour une fête nationale X ou Y, mais on fait l'apologie des Américains, mais l'Américain moyen, il a un drapeau américain dans son jardin. On ne le traite pas de facho. Au contraire, on dit que c'est la plus grande démocratie du monde. Vous faites ça en France, on vient vous le brûler. C'est quoi ce pays? Donc là, encore une fois, moi, je ne veux pas vivre en Russie. Je vais vous dire, peut-être qu'un jour, je serai obligée, allez savoir, parce que je me ferai foutre dehors par la France, vu comment pourraient évoluer certaines politiques. Mais nous n'aimons pas notre pays. Et ça, c'est une réalité qu'on ne croise pas dans certains pays. Et qui est regrettable. Et ça, c'est un des éléments que j'apprécie, aussi bien chez les Américains que chez les Russes. On a l'impression quand même que le système, enfin c'est l'analyse que je fais, vous me dites si je me trompe, c'est chargé de vous réduire au silence quand justement vous avez commencé à gagner en notoriété. Est-ce que je me trompe? Et que votre discours finalement, il a à un moment donné quand même trouvé de l'écho auprès de certaines personnes, pas forcément dans les médias mainstream, mais dans les médias alternatifs. Est-ce qu'aujourd'hui justement, vous ne pensez pas qu'il y a une riposte, une réaction quand même de la part de la population, en tout cas par rapport à l'information, qu'il y a un mouvement qui est en train de se passer avec ces médias alternatifs? Vous êtes aujourd'hui... Ouais. Je suis très étonnée. On y participe d'ailleurs à notre petit niveau, et moi on commence à me chercher des ennuis, donc je me dis parfois, est-ce que c'est pas la rançon de la gloire d'une certaine manière? Enfin, de la gloire, j'exagère, mais je veux dire, comprenez ce que je veux dire, c'est que finalement, si on était absolument aussi inoffensif et que on n'avait pas d'influence, est-ce qu'ils nous chercheraient, est-ce qu'ils vous chercheraient des noises? Ouais, là c'est possible. Écoutez, ce qui m'étonne le plus, c'est de rencontrer des gens dits simples, me dire très souvent, moi maintenant je ne regarde plus la télé. Ça c'est un premier constat. Et vous faites des audiences, mais j'ai regardé avant de commencer cet entretien. C'est absolument incroyable les audiences que vous faites. J'ai vu, chez mon ami André Berkoff, mais même j'ai vu de manière générale, vous avez des audiences absolument considérables, bien supérieures à tous les gens réunis dont on parlait tout à l'heure qui interviennent sur les plateaux télé. Comment vous l'expliquez ça? J'aimerais que quelqu'un me dise en quoi j'ai raconté une connerie sur aussi bien l'Ukraine, l'Arménie, les Gilets jaunes, la pauvreté en France ou mon travail, qu'on regarde, ou les articles que j'ai pu rédiger sur l'utilisation du téléphone, par exemple, comme arme psychologique. Voilà, j'aimerais qu'on y vienne un instant parce que vous aviez qualifié en parlant du téléphone portable. C'est ça, si vous pouvez me reprendre la situation que vous aviez employée? Alors, un outil de guerre psychologique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors là, c'est dans un cadre très précis, ça a été utilisé au Haut-Karabakh, donc en Arménie. Ça va être un peu chiant pour vos... Je vais aller, aller vite. Ouais. Donc, pendant cette guerre en 2020, les 44 jours de combat, donc la guerre on l'appelle la seconde guerre du Haut-Karabakh, des images d'exactions et d'égorgements ont été filmées avec les smartphones et ont été envoyées aux familles des soldats et ont tourné uniquement sur les boucles des réseaux sociaux dans le Haut-Karabakh. Donc ces images ont été diffusées massivement sur une cible, c'est-à-dire la cible d'origine arménienne, dans le but de les terroriser. Ils ont vu les membres de leur famille, les soldats, parce que tout le monde se bat pour le Haut-Karabakh. Le service militaire, me semble-t-il, était obligatoire pour les jeunes garçons, et peut-être pour les filles aussi, enfin je ne sais plus, ça faudrait vérifier. Et donc les familles ont reçu des vidéos montrant des oreilles coupées, des égorgements vivants, des membres découpés, des corps en feu, des civils sortis de leur domicile, des domiciles saccagés, des profanations de cimetières. Et c'est en ça que ça a évidemment terroriser les gens. Quand vous voyez votre fils se faire égorger, déjà d'une part vous êtes brisé, mais... Vous décrivez le smartphone, j'ai retrouvé l'expression que vous aviez employée, outil terrorisme cognitif. Oui, dans le cadre, mais après c'est également un outil de terrorisme cognitif sur d'autres sujets. Mais là, c'est un article que j'ai rédigé dans le cadre du Haut-Karabakh. C'est-à-dire que toutes les familles et tous les réseaux sociaux
pendant un certain temps, jusqu'à ce que le Haut-Karabakh soit vidé de la population d'origine arménienne, ont reçu et ont été martelés de messages d'une grande violence. Donc ça a joué sur les peurs. La peur d'être tué, la peur d'être égorgé, mais la là, peur c'est d'être très mutilé. négatif. Mais à l'époque, par exemple, pour le printemps arabe, ça avait au contraire Oui, une vertu très positive. Comment vous expliquez ce changement de perspective, quoi? Écoutez, c'est simple. On est fort pour innover dans la barbarie. Donc on s'est dit, puisque maintenant on peut tuer quelqu'un, prendre son téléphone, lui demander d'ouvrir son code et d'appeler sa maman, eh bien on le tue, on le torture, on appelle maman, on dit « Salut maman, regardez votre fils, si vous ne vous barrez pas dans 5 minutes ou dans 1 heure et que vous ne nous videz pas le village X, Y, machin, eh bien on va tous venir vous égorger. » Pof, voilà comment ils ont utilisé le smartphone. Je peux vous dire que c'est très efficace. Vous prenez votre voiture, vous la remplissez et vous dégagez. C'est comme ça que ça s'est passé. En partie. Des téléphones qui ont été utilisés, voilà, des soldats. Et vous imaginez la scène, hein, c'est simple à comprendre. On prend le téléphone, il est par terre. On met en joue. On l'a vu au Proche-Orient d'ailleurs aussi, lors soldat. du 7 octobre. On prend son téléphone, on lui demande d'appeler la famille, on met la web caméra et puis on y va et qu'on le vas-y et qu'on met sur la tête d'un cochon et ça on ne peut pas le nier. Ouais, voilà. Donc vous voyez bien que là le téléphone est devenu une arme cognitive. Cognitive c'est quoi? C'est le cerveau. C'est-à-dire qu'on a demandé à ces gens, on leur dit vous voulez que ça vous arrive ça? Non? Bon dégagez et vite, videz le Haut-Karabakh. Tout à l'heure, vous avez cité, mais c'était plutôt pour nous en positif, nos fact-checkers. Alors nous, on n'a pas de fact-checkers, mais on va dire, voilà. Moi, tout à l'heure, vous ne voulez pas employer le mot journaliste, moi je ne veux pas employer le mot fact-checker parce qu'il a été tellement Non, j'invite votre public justement à... Mais ne les qualifiez pas de fact-checkers, parce que pour moi, c'est une insulte. Alors attention, c'est une provocation par rapport au fact-checker. Voilà. Eh ben oui. Ah oui, j'aimerais, parce que qu'est-ce que vous pensez de ces fameux, ce qui sont devenus, pour moi, la risée d'Internet, mais qui sont... Ils se sont loupés sur beaucoup de choses. Ouais, mais qui ont quand même encore une influence, non pas auprès du public, mais auprès des médias dits mainstream, qui eux, malgré tout, quand même, peuvent avoir une influence. Je n'en pense rien, parce que ces gens-là ne resteront pas dans l'histoire. Vous savez, vous expliquez qu'ils sont encore soutenus, financés, non seulement par les médias dominants, mais aussi par nos impôts, parce que ça, on oublie de le dire. Mais finalement, ils sont subventionnés, abreuvés de subventions. Écoutez, ils ne font pas leur boulot, parce qu'ils vous font... C'est ce que j'ai... On a le temps là, parce que c'est un peu compliqué à développer, mais on va y aller. Ces mecs-là se sont donnés comme mission très grave et courageuse d'aller chercher la désinformation. Bon, pourquoi pas? C'est quoi d'ailleurs pour vous la désinformation? Non mais attendez, mais ils ne s'attaquent pas aux vrais problèmes, ces gens-là, voyez bien. Non mais ils créent des problèmes là où il n'y en a pas en réalité. Le vrai problème, là c'est autre chose. Il y a des spécialistes de la guerre de l'information, ça c'est autre chose, mais eux n'ont pas les capacités intellectuelles de le faire. Non, voilà. C'est bien d'accord. Donc, qu'on lutte contre la guerre informationnelle parce que ça peut faire des ravages, c'est important. Mais ce n'est pas ces gens-là qui n'ont pas le niveau qui vont lutter contre quoi que ce soit. Donc, eux qui se disent journalistes, au lieu de parler des vrais problèmes, les hôpitaux, la souffrance du corps médical, les écoles où on d'ailleurs, aujourd'hui, c'est 3 guignols, c'est seulement 3, 4, 5 guignols. La baisse de l'orthographe. C'est un vrai danger parce que quand je vous dis qu'il faudra être compétitif avec les BRICS, mais quand on sait ni lire ni écrire, on est mal barré. Et qu'on souhaite faire les 35 heures avec des pays qui font 70 heures par semaine, on est mal barré. Donc c'est ça, s'ils étaient véritablement journalistes, qu'ils devraient, en parallèle à leur enquête, informer. Ce sont des sujets qu'ils devraient aborder. Jamais ils n'abordent les vrais enjeux qui façonnent l'histoire de France, le territoire de France. Qu'est-ce qui nous crée des problèmes aujourd'hui? C'est notre incapacité à être compétitif. C'est notre incapacité aujourd'hui à avoir des jeunes qui savent lire et écrire. C'est des programmes qui vont s'immiscer à l'école et qui proposent apparemment de parler d'anus et de prépuce à des gamins de 11 ans. Là, on désinforme le cerveau des gamins. Qu'est-ce qu'ils vont... Donc c'est vrai, ces enquêtes qui demandent du courage politique, parce que c'est sûr qu'ils ne vont pas rester longtemps chez France Télévisions en parlant des vrais problèmes. Ils ne les font pas. Donc ces gens-là, comme je vous dis, pour moi, ils font du mal, ils ne vont pas en faire longtemps. C'est comme le wokisme, on n'en parlera plus, ces gens-là, dans quelques temps. Vous considérez complotiste, vous?
par exemple, vous avez l'impression à les entendre. Mais C'est le mot qui revient alors, maintenant pour mais, disqualifier non, quelqu'un. mais qu'il m'explique ce que j'ai. Mais non, parce que je n'ai toujours pas compris. Vous voyez bien, c'est de l'enfumage complotiste sur quoi? De raconter l'histoire de l'Ukraine, des différents contrats qui n'ont pas été respectés. Alors souvent, maintenant, on se défend avec le mémorandum de Budapest. Pas faux, sauf qu'on oublie de vous dire que dans le mémorandum de Budapest, il y a plusieurs points. Il n'y a pas que les armes nucléaires. Et d'ailleurs, les Ukrainiens n'avaient pas d'armes nucléaires. Ils avaient des armes qui avaient été développées par les Soviétiques. Donc les Soviétiques, quand ils se sont barrés, qu'ils ont récupéré leurs armes, c'est un peu tabou, mais ils ont récupéré en réalité ce qu'ils avaient financé eux-mêmes. Passons. Mais les deux premiers points, j'invite donc vos internautes non pas fact-checker, c'était de l'ironie, c'était une blague, et ça c'est important de le dire, je pensais que c'était clair pour tout le monde, visiblement ça ne l'est pas. C'est pour, voilà, c'est un petit clin d'œil à ceux qui nous fatiguent profondément. Dans les mémorandums de Budapest, on dit oui, la Russie n'a pas respecté. C'est vrai, elle n'a pas respecté. Mais les États-Unis non plus ne l'ont pas respecté parce que les deux premiers points, on s'était engagé, et nous avons signé ces accords, à ne pas financer de partis politiques en Ukraine. Or, dès 2003, ouvertement, et c'est Wikipédia l'a écrit, les États-Unis ont financé des personnalités politiques. Donc, dès 2003, le mémorandum de Budapest n'a pas été respecté. Vous voyez, l'histoire est compliquée, le réel est compliqué, donc il faut prendre de la hauteur et essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Moi, je ne donne pas raison aux Russes, pas raison aux Américains, je dis juste, c'était le gros bordel depuis 1991, personne n'a respecté les engagements prévus. À un moment donné, il arrive quelque chose de prévisible, c'est la guerre. Alors, vous avez déjà fait l'objet de menaces, que vous me dites si je me trompe, mais je Oui. crois que votre cadreur a été menacé de mort en 2022. Oui, oui, vrai, oui, ça oui. Bah oui, bien sûr. Alors, vous voyez les emmerdes que j'ai eues? Si je raconte une connerie, évidemment qu'il y a 15 personnes qui enquêtent derrière, là, dans des petits politbureaux, pour se dire, bon, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'elle a raconté? Donc je vous avez été... ne peux pas me permettre de raconter une connerie. Tout ce que j'affirme, je peux le prouver. Bizarrement, je n'ai jamais d'appel de journalistes pour me demander les preuves. Alors qu'il y a des déclarations qui ont été faites au commissariat, etc. Il y a des SMS que j'ai reçus qui ont été déposés au commissariat. Donc vous avez été formellement menacé. menacé. Oui. Bon, ça n'a jamais fait l'objet d'enquête. Encore un biais cognitif et une version biaisée des faits. Donc méfiance. C'est là où j'en veux à des journalistes comme cette équipe de Libération. C'est que ils mettent des vies en danger. Et je ne parlerai même pas des membres de ma famille. Vous voyez, et ça, ils s'en foutent. Mais alors, c'est lequel? C'est un souci qui ne... Est-ce que vous vous censurez sur certains sujets dans votre travail de journaliste? Bien sûr. Évidemment. Sur quoi, par exemple? Vous ne le saurez pas. Non, mais vous alors? Un mot de... Je vais attendre 10 ans ou 15 ans pour tout dire. Vous avez notamment... ma vie quand même. Revenons aux menaces un instant. Vous avez notamment accusé Glucksmann de vous avoir, et je vous cite, mis une cible dans le dos. Oui. Vous pouvez nous rappeler un peu de quoi il s'agissait? C'était intentionnel d'après vous? Alors, je ne l'ai pas accusé, ce sont des faits. Je lui ai dit, monsieur Glucksmann, vous m'avez mis une cible dans le dos à partir du moment où, je ne sais plus sur quel programme, en heure de grande audience, il cite mon nom et mon prénom en disant que je suis un agent de la Russie. Je crois que c'est ça les termes qu'il avait employés, il faudrait que je vérifie. Eh bien, cet homme-là vous met gravement en danger. Déjà en mort sociale, bis, il vous trucide votre avenir. Il met en danger votre famille et vos enfants dans les cours de récréation, parce qu'il ne faut pas oublier la violence que les guerres jouent dans les cours de récréation. On regrette et on entend souvent dire qu'on importe le conflit du Proche-Orient en France. Mais Glucksmann, quand il dit ces choses-là, il importe le conflit ukrainien en France. Hein, et il l'importe dans la cour de récréation de ma famille. Je ne vous dirai pas intentionnellement le nombre d'enfants que j'ai, mais oui. Donc ces gens-là vous montrent des cas qui leur déplaisent en disant oui, mais là on rapporte tel conflit en France, on crée des problèmes. Or, c'est eux-mêmes qui le font et qui donnent les idées aux autres qui vont faire la même chose. Ils critiquent
des actions qu'ils ont menées intentionnellement. Ça ne se fait pas de faire ce genre de choses. C'est extrêmement dangereux, Eric. Et c'est un homme politique qui fait ça, qui se dit de gauche, qui se dit humaniste, qui se dit défendre l'idée démocratique, du respect, du bien, la protection des individus. Ça n'a aucune noblesse. C'est intéressant ce que vous dites là parce que j'aimerais, là on va arriver au dernier quart d'heure de cette émission et merci encore une fois de nous accorder ce long entretien. On parlait par exemple d'humorisme, vous parliez de Desproges. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut encore rire de tout? Qui sont les humoristes qui vous font rire? Tiens, ça m'intéresserait de savoir quels sont ceux qui vous font rire. Est-ce que vous pensez qu'un humoriste peut encore avoir le droit de tout dire comme non, enfin, justement, vous voyez bien que non, c'est... on s'auto-censure. Il n'y a plus grand monde qui me fait rire. Écoutez, parfois, parce que je me reconnais, il y a Floresti, quand elle imite les mères pressées, elle m'a fait beaucoup rire. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui vont sur le terrain d'humour là, par rapport à la Russie ou à l'Ukraine. Il n'y en a pas. Hein. C'est un sujet qui... c'est marrant parce que tous les autres sujets, même extrêmement graves, sont préemptés par les humoristes. Et là, c'est vraiment... Comment vous expliquez ça? C'est un sujet qui est plus que pas tabou, mais en tout cas, bon, je dis pas, c'est pas du tout pour encourager à rire d'une guerre, hein, du tout. Mais ce que je veux dire, il n'y a aucun humoriste qui va sur le wokisme. Donc déjà, posez-vous des questions. Alors, on va surtout pas parler d'une guerre parce que tout le monde se fait flinguer dans ce coup-là. Aussi bien ceux qui sont sur place, malheureusement pour eux, mais ceux qui en parlent. Mais même un problème de société aujourd'hui, c'est interdit d'en parler. Interdit. Donc, pourquoi ça vous étonne, l'Ukraine? Zelensky est un ancien humoriste, lui, pour le coup. Enfin, je ne sais pas quel regard vous avez sur lui. Tiens, regardez, ça c'est marrant. C'est bien qu'on parle de Zelensky avant les 15. Je n'ai rien contre son métier, mais cet homme-là, il a un parcours de comédien un peu bas de gamme. Il n'y a rien de honteux à ça, mais voilà. Voilà, il jouait du piano avec son corps nu. Bon, passons. C'est quand même bon. Hein, c'est original. Et je vois là récemment certains journalistes notifier et mettre en lumière certaines professions de la future administration de Trump. Ah tiens, il y a un boxeur ou un catcheur, je ne sais pas. Le fait qu'on ait quand même un président d'un pays en guerre qui risque de devenir le cancer de l'Europe, on ne revienne pas sur son passé, mais qu'on revienne sur la future équipe Trump est révélateur. Vous voyez bien que... Alors vous en pensez quoi de Trump, justement, de cette élection? Est-ce que d'ailleurs, elle est plutôt porteuse d'espoir par rapport à ce conflit en Ukraine? Non, il a dit qu'il pouvait arrêter la guerre en 24 heures. Donc, Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les Russes n'ont pas très envie d'arrêter la guerre. Voilà. Donc, si les Russes ne veulent pas arrêter la guerre... Donc là, vous êtes sur l'évolution du conflit. Alors là, ça a l'air de dire que ça va continuer encore. Mais on n'en sait rien. Vous ne savez pas comment ça va évoluer au Proche-Orient. Vous ne savez pas comment ça va évoluer en Iran. Les Chinois les Américains, pardon, sont très préoccupés par l'Indo-Pacifique et notamment par la Chine. Donc, si ça commence à exploser un peu partout... eh bien, c'est pas sûr que les Russes s'arrêtent. Au contraire, pourquoi ils s'arrêteraient? Est-ce que les Américains vont pouvoir mettre des hommes, des dollars partout? À un moment donné, on risque de ne plus savoir où mettre la tête. Guerre économique, les sanctions chinoises qui sont de plus en plus nombreuses sur les produits, le commerce américain qui va se protéger aussi bien de l'Europe que de la Chine. Une Europe malade. On n'est pas à l'abri de manifestations sociales. On ne sait pas comment là les factures d'électricité vont reprendre. Vous avez des guerres qui peuvent, des tensions qui peuvent encore embraser le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Des crises en Afrique. Le climat, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça peut générer encore énormément de frais, de coûts et de déplacements de masse humaine dans l'année et dans les mois à venir. Donc,
Trump ne pourra pas tout faire. Il a la volonté d'eux, mais ça ne dépendra pas que de lui, là. Et la Chine, si la Corée si la Corée s'implante en Ukraine. Alors, il y a un point positif, malheureusement, c'est que les deux pays sont épuisés, les Russes et les Ukrainiens. La mobilisation en Ukraine est de plus en plus compliquée. Ça fait très longtemps, depuis 2014, on avait des vidéos qui mettaient en lumière le refus de certains Ukrainiens de partir sur le front. Là, désormais, les grands médias en parlent. On les voit sur BFM, on les voit sur France 5. C'est déjà un pas en avant. Côté russe aussi, ça se fatigue. Donc, bon, peut-être que c'est la logistique et les ressources humaines qui vont par nécessité, stopper le conflit ou le geler. Mais on n'est sûr de rien. Je ne vois pas comment Trump aujourd'hui peut... il va taper du poing, mais les Russes demanderont la neutralité de l'Ukraine, demanderont à ce qu'il le pays n'intègre pas l'OTAN, demanderont... ensuite, il va falloir des pourparlers sur comment sécuriser l'Ukraine, etc. C'est loin d'être fini, hein, tout ça. Et la volonté de Poutine de conquérir toute l'Ukraine, ça, vous y croyez pas, non? Moi, je vois davantage un État failli qui implose. Si Poutine va jusqu'à Odessa, si l'Ukraine n'a plus d'accès aux mers, je ne pense pas que le pays va très bien se porter. Donc c'est un État failli. Un État failli, c'est un État à problème. Mouvement de population... la dette, n'en parlons pas, tout à reconstruire. Donc là, on va voilà, l'avenir de l'Ukraine semble assez sombre. En tout cas, et d'ailleurs, je pense que si on envoie des troupes, si la France envoie des troupes, c'est certainement pour sécuriser Odessa. Et là, c'est pas pour aller se battre sur le front. C'est incroyable d'ailleurs que la population française ne soit pas consultée quand même sur cette politique de la France par rapport à l'Ukraine. Ça vous choque ou pas, ça? Enfin, les gens disent que c'est le territoire, le domaine réservé du président, mais enfin, qu'aujourd'hui un président qui est si peu populaire en France puisse prendre des décisions, en tout cas faire des annonces comme celle-ci, ça vous choque? Écoutez, je pense, c'est terrible parce qu'on parle de mon pays, donc c'est un peu dur, et du vôtre aussi. Mais je crois que tout ça n'a pas grande importance à mon avis. Et là, ça me blesse de devoir le dire parce que c'est un aveu d'échec. Si la France, à mes yeux, c'est mon hypothèse, ça n'engage que moi, et réagit de la sorte aujourd'hui, c'est qu'elle veut peut-être s'inscrire, s'il y a négociation, dans une manière de résoudre le conflit. Mais les Français ne sont pas dupes. Je ne pense pas que l'état-major français se fasse d'illusions sur la guerre. Donc si on ne consulte pas les Français, c'est parce que c'est aussi une manière de faire de la politique autrement et de s'inscrire dans une participation aux négociations à laquelle nous sommes aucunement conviés. Ce n'est pas pour aller faire la guerre. Donc ce n'est pas très glorieux en réalité. Voilà. Et je suis navrée que nos soldats français, ça me fait de la peine pour eux, soient obligés de s'y rendre. Ensuite, qu'on aide l'Ukraine, bon, eh bien écoutez, on l'a accepté, c'est normal, ça ne me choque pas. Ce qui me choque davantage, c'est qu'en parallèle d'aider l'Ukraine, il fallait jouer sur une stratégie diplomatique. En tout cas, Olaf Scholz a tenté de renouer le dialogue, lui, à l'image. Oui, mais les États-Unis renoueront le dialogue avant les Français, comme toujours. Vous voyez bien que... les Allemands, donc oui, les Allemands, mais parce que de toute façon, leur industrie va mal. Donc, oui. Comment vous expliquez en tout cas que ce sujet il soit encore aussi, pour parler un instant, et en cette fin d'émission, de la politique intérieure qui va mal, puisque... Bon, pourquoi? Parce que nous étions garants des accords de Minsk, et en France, le problème, c'est qu'on ne veut pas trop en parler. C'est aussi un échec en partie français. Que ce soit Éric Zemmour, Marine Le Pen, on voit bien que le sujet, tout ce qui touche à la Russie de près ou de loin, à l'Ukraine... Ils sont sur ils marchent sur des œufs, là. Hein. Oui, tout le monde marche sur des œufs parce que ça demande du courage de s'exprimer sur ces sujets parce qu'évidemment, vous avez une partie de ceux qui fabriquent... Tout le monde soutient l'Ukraine officiellement. Il n'y a pas un homme politique. Non, pas tout le monde. Pas dans la rue. C'est ça qui est... Vous voyez? Et c'est là où je vous parle de la fabrique de l'opinion publique. Ceux qui fabriquent l'opinion publique soutiennent, non pas l'Ukraine, c'est pas correct de dire ça. Tout le monde on n'a pas envie que les Ukrainiens décèdent. Évidemment qu'on a envie de les soutenir, mais ce qu'il faut soutenir, c'est une sortie de crise. Il faut penser l'après.
Et c'est ça dont on a réellement besoin. Mettre en place un nouveau système sécuritaire. Les institutions nées après 1945 sont mortes, Eric. Il y a des vraies questions auxquelles nous devrions penser et sur lesquelles on devrait s'inscrire. C'est la sécurité européenne. On ne doit pas laisser ces questions-là aux Américains. Donc, et donc, c'est terrible que ce ne soit pas pensé par ceux qui fabriquent l'opinion publique. C'est un manque de courage qui va nous coûter cher parce que l'après-Ukraine, l'arrivée de Trump, les choses vont certainement changer. On ne sait pas comment, mais il faut que nous le pensions cet après. Mais nous n'avons que des gens frileux. Il n'y a pas de courage politique, il n'y a pas de densité intellectuelle, on n'a pas des gens qui se projettent, on n'a pas de personnalités qui osent prendre des risques et qui vont contre la doxa, en argumentant évidemment, parce qu'aller contre pour aller contre, ça n'a aucun intérêt. Nous n'avons plus de grands diplomates, nous leur avons coupé l'herbe sous les pieds. Et nous avons des gens qui ont peur d'aborder ces sujets parce qu'il y a beaucoup d'ego et quand on a raconté quelques sottises à minima ou de grosses conneries depuis 2 ans et qu'on s'est planté, eh bien faire marche arrière et reconnaître qu'on a fait une erreur, pour la plupart des fabricants de l'opinion publique, c'est impossible. Ils ont trop d'ego et trop d'argent à perdre. Ils seraient virés immédiatement. Et un dernier mot sur ce qui se passe au Proche-Orient. Est-ce que vous pensez que justement le fait qu'aujourd'hui le regard soit essentiellement porté sur ce qui se passe entre Israël et la Palestine, ça détourne un peu les yeux de ce qui se passe en Ukraine? Quel regard vous avez là-dessus, vous pensez que c'est un sujet qui est aussi taxé d'être importé en France Non, mais vous vous rendez compte qu'on a quand même plus importé le conflit ukrainien en France que le... Non, mais, on avait quand même le drapeau ukrainien sur LCI pendant 1 an et demi. Et on me parle d'importer... Non, mais on nous... Comment vous expliquez ce positionnement de LCI? Écoutez, il faut inviter les gens à réfléchir. Réfléchissez par vous-même. Si vous réfléchissez par vous-même et que vous rembobinez les 2 dernières années, vous allez bien voir qu'on nous a importé des conflits. Donc il faut arrêter. Vous voyez, on vous terrorisme cognitif, c'est qu'on vous bourre le cerveau de messages contradictoires. Donc on vous rend incapable de penser par vous-même. On ne vous donne pas les clés pour décrypter ni pour comprendre. C'est très dangereux. Donc tout le monde est persuadé qu'on a importé le conflit du Proche-Orient dans nos cours de récréation. Moi, mes enfants m'en ont jamais parlé du conflit. On m'a parlé de l'Ukraine. On a eu des cours sur l'Ukraine. On a accueilli dans l'école de ma fille, etc. Alors on va vous dire, oui, c'est plus proche, etc. C'est à 2 heures d'avion. Très bien, c'est pas faux. Mais dans ce cas-là, il fallait s'en occuper depuis 2013. Et c'est s'occuper des accords de Minsk. Vous voyez ? Et ça dérangeait les gens parce qu'il y a aussi bien un échec médiatique, mais un échec politique. Si c'était si important que ça, à 2h20 de Paris, qu'il y ait une guerre, eh bien, on se bat pour les accords de Minsk. C'est quoi vos futurs projets, Anne-Laure? Secret. Ah bon? Bah oui. Mais ça traitera toujours de sujets qui sont connexes à ceux que vous avez traités récemment, sur l'Ukraine ou sur la Russie? Je pense que j'ai tout dit sur l'Ukraine, ce que je pouvais dire. Maintenant, peut-être que le pire reste à venir. Je ne sais pas comment ça va se faire. Vous voulez dire le pire reste à venir peut-être en Ukraine et en Russie? Oui, on peut avoir un effondrement. Écoutez, moi je suis très pessimiste. Voilà, je suis pessimiste. Pour moi, on se prépare. Mon hypothèse est la suivante. On se prépare à un affrontement indirect, hybride, d'ici 2030 avec de nombreux pays. Ça va passer par l'économie, ça va passer par les cyberattaques, ça va passer par le spatial. Et croyez-moi, c'est pas drôle non plus. Là, j'ai pas le temps de développer quand on parlait d'Hiroshima. Évidemment que c'est une horreur, mais avoir un pays qui est coupé de son réseau Internet, de sa mobilité, de ses feux rouges, de son système, de ses institutions, et avec des Français qui n'ont pas été formés à la résilience, ça peut être très désagréable à vivre. En tout cas, on se souvient de Bruno Le Maire, l'ancien brillant ministre de l'économie, qui avait dit qu'il mettrait la Russie à genoux. C'est plutôt la France qui est à genoux aujourd'hui. La Russie, elle se porte comment aujourd'hui?
Alors, apparemment, le rouble va pas très bien, mais là, aujourd'hui, j'ai vu ça avant d'arriver chez vous, parce que je regarde de moins en moins les actualités russes, puisque je n'y vais plus, j'essaie de passer outre. Mais en tout cas, il y a eu le sommet de Kazan, visiblement, c'est plutôt positif. Les accords entre les BRICS et leurs partenaires qui sont en termes d'habitants largement supérieurs aux Occidentaux, mettent en place de nombreux projets. Donc je pense que la Russie est en train de s'insérer dans un système qui semble quand même être plein de promesses. Je ne sais pas ce que donneront ces projets que mettent en place les BRICS, mais en tout cas, ils avancent. Ils sont dans la création de richesses et d'emplois, d'industries, de projets. Et malheureusement, ça c'est terrible, mais ça ne joue pas pour nos intérêts. Si vous aviez un message à faire passer à Macron, vous lui diriez quoi, là, si vous l'aviez devant vous? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, mais écoutez, il est temps de penser français, à la France, uniquement à la France, à nos intérêts et qu'à nos intérêts. Parce qu'on ne va pas nous faire de cadeaux et que les Américains penseront à eux, les BRICS penseront à eux, les Européens penseront à eux, les Allemands penseront à eux. La France doit penser à elle et à elle seule. Voilà ce que je lui dirais. Merci beaucoup Anne-Laure Bonnel, c'était un plaisir en tout cas de vous recevoir ici. On rappelle pour voir votre film sur le Donbass, on peut le trouver sur Internet. Oui, j'ai une chaîne YouTube dont je m'excuse, c'est une vieille version que j'avais mise, mais qui correspond, mais voilà, qui n'est pas en haute def. Et puis il y a le dernier que j'avais tourné en 2022. Donc les deux sont accessibles sur ma chaîne YouTube en tapant mon nom. Vous la retrouvez sans difficulté sur Internet. Bon, bah, on va continuer de suivre avec attention vos divers travaux. En tout cas, c'était donc un plaisir, je le disais, de vous écouter aussi longuement. Merci beaucoup pour être venu dans Les Incorrectibles. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine avec un nouvel invité, comme je ne cesse de le répéter. Et vous en avez encore donné la preuve. Surtout, restez incorrectibles. À dimanche prochain. Bye bye.